Mai 1941. Paris est occupé par les troupes allemandes depuis bientôt un an. Aux terrasses des cafés, la capitale semble parfois oublier que la France est en guerre. Car en coulisses, se prépare l'une des pages les plus sombres de la République. Au plus haut sommet de l'État, une décision a été prise. La France aidera l'Allemagne nazie à mettre en place ce qui deviendra la solution finale, voulue par Adolf Hitler. Dans la France entière, parce qu'elles sont juives, 76 000 personnes, dont 11 400 enfants, seront raflées puis déportées vers des camps de concentration, essentiellement vers Auschwitz. La rafle la plus tristement connue sera celle du Vélodrome d'hiver, les 16 et 17 juillet 1942. C'est 12 884 juifs qui sont arrêtés à ce moment-là. La volonté ici, c'est l'extermination. La quasi-totalité des déportés français ne reviendra pas. Comment, dès 1941, le régime de Vichy a-t-il collaboré avec la dictature nazie pour livrer 79 convois d'hommes, de femmes et d'enfants? Sans l'aide du gouvernement, de la police et de la gendarmerie, la France aurait-elle pu protéger ces juifs de l'effroyable génocide perpétré par l'Allemagne nazie? Sans Vichy, il n'y aurait pas eu de rafle organisée en France. Vichy a mis à disposition sa police et malheureusement, sa police s'est montrée efficace. Grâce aux résultats des recherches les plus récentes et de témoignages exceptionnels, nous allons retracer l'escalade de cette chasse à l'homme à Paris, puis dans la France occupée et en zone libre. Une chasse à l'homme parfaitement organisée et que personne ne pouvait ignorer. Le 16 juillet 1942, à l'aube, débute à Paris une vaste opération d'arrestation. À l'initiative des autorités allemandes, elle mobilise plus de 5 000 hommes de la police et de la gendarmerie française. Ils raflent les Juifs, dont les noms sont sur des listes. À l'aube, 2 policiers français nous disent « Vous allez rejoindre votre mère, dépêchez-vous !» Il y en a un qui nous dit d'un air goguenard « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Ce jeudi noir et le lendemain, 12 884 juifs sont arrêtés, dont 4 051 enfants. Tandis que les célibataires et les couples sans enfants sont envoyés au camp d'internement de Drancy, les familles sont parquées au Vélodrome d'hiver, en plein Paris, où règne une situation chaotique. Je rentre là-dedans avec mes parents et mes 2 sœurs, il fait une chaleur à crever. Nous sommes restés quand même plusieurs jours et plusieurs nuits sans boire et sans manger. Après quelques jours d'internement, ils seront transférés dans des camps du Loiret pour être plus tard déportés vers les camps d'extermination en Allemagne. À partir du moment où on met la main dans un engrenage criminel, on va de plus en plus loin. Ce sont des actes qui engagent la France et qui l'engagent pour toujours, hein, tout simplement. Si la rafle du Veldiv est la plus emblématique, ces arrestations de masse commencent bien avant juillet 1942 et elles se poursuivront jusqu'à la libération. « 24 octobre 1940. Le chancelier allemand Adolf Hitler et le chef de l'État français, le maréchal Philippe Pétain, se rencontrent dans le Loir-et-Cher à la gare de Montoir-sur-Loire. De cette entrevue, aucun compte-rendu ne sera publié, mais cette poignée de main entérine les bases de la collaboration française. Par ce pacte tacite conclu avec le diable, Pétain veut placer ses pions sur l'échiquier politique dans ce contexte de guerre mondiale. Ils croyaient qu'Hitler avait définitivement gagné la guerre, qu'il y aurait un nouvel ordre mondial, dans lequel les Britanniques et les Américains seraient à la marge, et qu'il y aurait donc ce bloc continental puissant, avec une Allemagne victorieuse au centre et la France qui aurait la volonté d'être à leur côté. Si la France se soumet aux ordres de l'occupant, c'est aussi parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a perdu la guerre.
En mai 1940, la Wehrmacht écrase l'armée française en 5 jours seulement. Engagée dans ce conflit mondial depuis septembre 1939, la France subit la pire défaite de son histoire. Le maréchal Pétain est contraint de signer l'armistice le 22 juin 1940. Les clauses du traité prévoient qu'une partie du territoire soit occupée. Au nord et à l'ouest, l'administration française conserve sa souveraineté, mais chaque décision doit être prise avec l'accord des autorités allemandes. L'article 3 de l'armistice stipule que l'administration française collaborera avec les occupants allemands. C'est écrit dans l'armistice, et le mot « collaborer » est bien indiqué. En zone libre, le régime de Vichy, instauré par Pétain, peut se doter du gouvernement et de la politique de son choix. On est au cœur du marché de dupes de l'armistice et de l'entrée dans la collaboration du gouvernement de Vichy, à savoir que le gouvernement de Vichy, jusqu'à la libération, va tenter d'affirmer une souveraineté qui n'a jamais existé, puisque chaque fois que les Allemands ont voulu obtenir une avancée, en particulier sur la question des Juifs, ils y sont parvenus. À l'été 1940, 300 000 Juifs environ vivent en France. La moitié sont des étrangers. Ces réfugiés qui ont fui les dictatures d'Europe de l'Est sont arrivés en pleine crise financière. Ces réfugiés étaient perçus comme des concurrents pour les emplois. Ils modifiaient la culture française, ils ne s'intégraient pas facilement. En somme, ils imposaient leur langue et leur culture. Dès 1940, le maréchal Pétain intègre cet antisémitisme bouillonnant dans sa nouvelle politique de révolution nationale. Il veut lutter contre ce qu'il appelle l'anti-France, c'est-à-dire les responsables de la défaite qui inclut les Juifs, les communistes, les francs-maçons et les étrangers. Les Juifs étant l'ennemi commun aux autorités occupées et occupantes, la France comme l'Allemagne promulguent des lois et des ordonnances pour exclure cette population de la société. Dès que les Allemands arrivent, ils sont obsédés par le danger sécuritaire représenté selon eux par les Juifs. Il faut faire en sorte d'identifier les Juifs et que tout simplement les soldats allemands n'aient pas de contact impur avec des Juifs, des commerçants juifs. Puis il y a aussi cette idée que les Juifs sont des espions. La campagne de stigmatisation commence avec l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940. Les magasins juifs doivent désormais afficher une pancarte « Entreprise juive » sur leur devanture. Et pour identifier cette population au sein de la société française, elle met en place un recensement. 150 000 Juifs sont recensés à Paris et en banlieue, et 20 000 Juifs en province. Donc vous voyez, 90% des Juifs en zone occupée sont à Paris. C'est là qu'est l'enjeu prioritaire de sécurité pour les Allemands. Le 3 octobre 1940, le gouvernement promulgue une série de lois dont le tristement célèbre statut des Juifs. Ce texte, annoté de la main du maréchal, donne une définition de la race juive. Est regardée comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents si son conjoint lui-même est juif. Ce même statut interdit aux Juifs d'exercer les métiers de la fonction publique, de l'armée, de l'enseignement, du journalisme et du cinéma. En fait, on a affaire à une course de vitesse entre l'occupant et Vichy pour savoir lequel des deux va être le premier à promulguer, puisque Vichy ne veut pas paraître moins antisémite que les Allemands. L'objectif allemand, c'est clairement un objectif sécuritaire. Et l'antisémitisme de Vichy, il est politique, il est social. On veut vraiment écarter l'influence des Juifs, qu'on considère pernicieuse. Et Vichy va même plus loin dans cette exclusion. Le régime promulgue une loi pour interner les Juifs étrangers, sur décision administrative des préfets. À l'Est, les Allemands créent les ghettos où ils concentrent les Juifs, mais Vichy fait la même chose puisque, en gros, un Juif sur 4 qui se trouve en zone libre fin 1940 est interné dans un camp d'internement, autrement dit relégué physiquement. La zone libre compte 13 camps principaux. Dans la ville de Mille, proche de Marseille, ce vestige de l'histoire est le seul camp d'une telle importance encore intact aujourd'hui. Cette usine de tuiles
réquisitionné d'abord pour enfermer les ennemis du Reich, servira ensuite à interner les Juifs étrangers. De nombreuses personnes tentent de fuir l'Europe en guerre, et notamment la zone nord du territoire français, se rapprochent de Marseille en réalité pour tenter d'embarquer dans des navires et quitter le territoire européen. Mais elles se retrouvent quelque part prises au piège dans notre région. Les Juifs partis en zone libre et qui ont été faits prisonniers constituent un vivier pour le futur plan macabre d'Hitler. Parqués dans un même lieu, ils vont pouvoir être livrés plus facilement quand l'ordre sera donné de les déporter. Les Allemands constatent qu'en zone libre, Vichy tient internés dans ses camps 40 000 Juifs étrangers. Et ils constatent paradoxalement qu'en zone occupée, il n'y a aucun Juif interné. C'est ce décalage qu'il va présenter au gouvernement de Vichy pour imposer la première rafle en zone occupée. Malgré l'exode, la population juive en zone occupée reste très importante. Une rafle permettrait ainsi d'arrêter par surprise un maximum de Juifs et de les enfermer. L'Allemagne profite du zèle de Vichy pour procéder à des arrestations de masse dans la capitale. Et juste après le recensement de septembre 1940, elle demande à chaque préfecture de zone occupée d'établir un fichier pour faciliter les interpellations. Vous avez un fichier général, c'est ce qui vous permet de retrouver les gens comme ça par ordre alphabétique. Vous avez un fichier par nationalité, par profession. Vous avez aussi un fichier qui est très pratique par quartier. Et puis un fichier par domicile, qui est organisé par rue. Chaque fiche était très élaborée, un système de classement très compliqué. Il y avait aussi des informations, diverses couleurs, des clés d'entrée et des codes différents. C'est devenu un outil meurtrier quand les Allemands ont commencé à rafler tous les Juifs de Paris et des autres villes. Mai 1941. Dans un Paris aux couleurs du printemps, des agents frappent aux portes de près de 6500 appartements. Tous ont été soigneusement sélectionnés. Les hommes qui ouvrent ne reçoivent qu'un morceau de papier vert, sans aucune explication. Les absents le trouveront sur le pas de leur porte. Abraham Psankiewicz est juif polonais. Il vit dans la capitale avec sa femme et ses deux filles, Louise et Rachel. Mon père a reçu un billet vert pour le 14 mai 1941. Prière de se présenter à la caserne des Tourelles, dans le 20e arrondissement de Paris, pour soi-disant vérification de situation. Et il y avait marqué qu'il s'exposait à des sanctions s'il ne se présentait pas. Ils ne le savent pas encore, mais cet appel est en réalité une rafle parfaitement orchestrée. La première d'une longue série macabre. Car tous ces hommes ont un point commun. Ils sont juifs. Polonais ou apatrides pour la plupart. Le jour de la convocation, les Juifs quittent leur domicile vers différents lieux de rassemblement. C'était à l'aube, à 7 h du matin, je pense qu'il devait se présenter. Mon père nous a embrassés, il nous a dit à ce soir, et nous ne l'avons pas revu. Comme Abraham Psankiewicz, dès leur arrivée dans les centres, les Juifs se font confisquer leurs papiers d'identité par les policiers français. La police allemande donne les ordres et la police française les exécute. Sur les 6500 personnes convoquées, 3747 se présentent. Ça fait quand même un taux d'échec de 42%. C'est considérable. Ce qui fait qu'après, les Allemands vont inventer d'autres méthodes pour arrêter les Juifs. Les raflés partent en autobus jusqu'à la gare d'Austerlitz. Ils prennent le train pour les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, situés dans le Loiret à une centaine de kilomètres de Paris. Ce sont les premiers internés de la zone occupée. Juin 1941. Les mesures ségrégationnistes se poursuivent, excluant toujours plus la population juive de la société. Le recensement s'applique désormais à la zone libre. Vichy menace les récalcitrants de les interner dans un camp spécial, même si l'intéressé est français. Les Juifs sont également dépossédés de leurs biens.
Les commerçants et les industriels ne peuvent plus être les gérants de leur société. Jusqu'à présent, Vichy ne voulait pas s'engager dans la spoliation. C'était une politique allemande en zone occupée. Là, Vichy va faire une loi de spoliation, la loi du 22 juillet 1941, gérée d'un point de vue bureaucratique par le commissariat aux questions juives. Au total, il y aura 50 000 procédures sur les deux zones. Jeannette habite Paris avec ses parents juifs polonais. Elle se souvient de cette période. Nous avions un magasin rue Saint-Martin où nous vendions en gros des vêtements de travail, des chemises de travail, des choses comme ça. Ça n'a pas été confisqué, mais il y a eu une personne qui a pris la direction du magasin. Le gardien de la paix s'adapte à sa nouvelle mission de persécution, sous la pression ou non de l'occupant. À l'été 1941, éclate la plus grande opération militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale. Hitler, sous le nom de code Barbarossa, envahit l'Union soviétique. La riposte est immédiate. La résistance communiste, en particulier, a commencé à assassiner des officiers allemands. Les nazis sont devenus de plus en plus nerveux et inquiets de la présence des Juifs en zone occupée. Face à cette menace, les autorités allemandes sont persuadées qu'elles doivent détenir des otages pour les exécuter en représailles de futurs attentats. Et c'est sans doute là la raison pour laquelle les Allemands donnent l'ordre d'organiser une rafle massive dans les milieux juifs étrangers au cœur de la capitale en août 1941. 2400 policiers encadrés par la police militaire allemande sont chargés de procéder aux arrestations. Leur cible, le 11e arrondissement, un quartier où la population juive est la plus importante. Le 20 août 1941, dès 5h30 du matin, toutes les entrées des stations de métro République et Nation sont bouclées. Le 11e arrondissement de Paris a été bouclé par la police française. Personne ne pouvait entrer ou sortir sans que l'on vérifie leur identité. Et grâce à ce coup de filet, beaucoup de Juifs ont été arrêtés dans la rue. C'est la seconde rafle qui touche Paris en 3 mois. Et la plus importante jamais organisée en France, en plein cœur de la capitale. Tous les hommes juifs, français et étrangers, de 18 à 50 ans, qui circulent sur la voie publique, sont arrêtés et contrôlés. Comme les résultats sont insuffisants à la fin de la journée du 20 juillet 1941, la préfecture de police aura l'ordre d'aller arrêter des juifs dans d'autres arrondissements. Cette rafle durera finalement 4 jours. Du 20 au 23 août 1941, 4232 juifs sont arrêtés. Et cette rafle, elle a donc une importance colossale, puisque jusque-là, les arrestations qui sont réalisées, elles sont réalisées individuellement. On va chercher les gens à leur domicile et on les ramène au commissariat. Ça ne se fait pas au vu et au su de la population. Là, vous avez une immense opération de police qui est commanditée par les Allemands, réalisée par la police française et qui est organisée au cœur de Paris, devant la population française. À partir de cette rafle, les Parisiens seront peu à peu sensibilisés au sort des Juifs. D'autant plus que pour la première fois, des Français sont arrêtés. Tous sont conduits dans un nouveau camp d'internement à Drancy, situé à quelques kilomètres de Paris. Quatre mois plus tard, le 12 décembre 1941, une 3e rafle est organisée à Paris. Les exécutants sont des gendarmes allemands assistés de policiers français. La cible est tout à fait différente. On arrête des notables, c'est-à-dire des médecins, des avocats, des décorés de la Légion d'honneur, une centaine, 150 anciens combattants. Au total, 750 juifs triés sur le volet et repérés grâce au fameux fichier. La plupart sont français. Ces catégories socio-professionnelles et la nationalité des raflés sont vécues comme une offense pour le régime de Vichy. Et c'était un énorme choc pour Vichy, parce que cela remettait sa souveraineté en question. Même le commissariat général aux questions juives s'engueule pratiquement avec
officiellement en disant « Mais enfin, c'est aberrant cette opération. Vous aviez le choix entre ces milliers de juifs indésirables et vous avez fait exprès de prendre les juifs les plus honorables. C'est absurde, c'est idiot. » Les raflés sont envoyés au camp de Royal-Lieu, à Compiègne, dans l'Oise. Ils y resteront 4 mois. Le 27 mars 1942, les prisonniers partent pour Auschwitz. Ce cliché est unique. Il illustre le premier convoi de déportés et marque le début de l'épouvantable politique nazie qui se met en place. « 20 janvier 1942. Reinhard Heydrich, l'un des bras droits d'Hitler et directeur de l'Office de sécurité du Reich, convoque une quinzaine de dignitaires nazis dans une magnifique maison de Wannsee, un quartier de Berlin. Il leur explique la volonté d'Hitler. Les Juifs d'Europe doivent être exterminés. Tous les pays occupés doivent participer et expulser tous les Juifs de toute l'Europe occidentale. À la fin de la conférence de Wannsee, un procès-verbal recense le nombre de Juifs à assassiner. 11 millions. À la 12e ligne figure la France et ses 165 000 Juifs ciblés. Les dignitaires réfléchissent aussi aux conditions de la solution finale de la question juive. La décision va être prise de créer des camps d'extermination. On passe à une solution industrielle, l'extermination des populations juives d'Europe. La machine infernale nazie est lancée. Quelques mois plus tard, la France en sera l'un des théâtres avec l'une des rafles les plus violentes jamais organisées. Theodor Dannecker, le chef du service des affaires juives de la Gestapo, est chargé de la mise en œuvre de la solution finale en France. Pour accomplir cette mission d'extermination, il est nécessaire d'organiser des rafles de grande envergure. Les Allemands avaient besoin de la police française parce qu'il n'y avait jamais assez de main-d'œuvre allemande, surtout après cette guerre russe, tellement éprouvante. Pour mener à bien ce plan macabre, au printemps 1942, de nouveaux acteurs entrent en jeu. Le général Karl Oberg est nommé chef supérieur des polices SS en France. Et son arrivée coïncide à peu près avec l'entrée en fonction de René Bousquet, qui est le nouveau secrétaire général pour la police en France. Il n'a que 33 ans, mais de grandes ambitions. En créant de nouvelles écoles de police pour apprendre les techniques de filature et d'identification des suspects, il veut montrer aux Allemands que son administration est moderne et efficace. C'est lui qui, lors de sa première rencontre avec ses hauts dignitaires allemands à Paris le 6 mai 1942, propose, au détour d'une phrase, de livrer 10 000 juifs étrangers qui sont sur le sol de zone libre. Si les Allemands veulent les prendre, la police de Vichy leur remettra bien volontiers. Une suggestion pragmatique émise dans l'intérêt du régime. Le régime de Vichy était heureux, et même désireux de contribuer à l'élimination des Juifs étrangers qui avaient été la cause de leurs troubles dans les années 30. Ils ont été placés dans ces camps au début de la guerre, en tant qu'étrangers, aux frais du gouvernement français. Si Vichy veut bien prêter main forte, son objectif est différent du Reich et de sa solution finale. Vichy ne voulait pas la mort des Juifs. C'était pas son but. Vichy voulait exclure les Juifs de la fonction publique, du commerce, les spolier, les dépouiller. Pour mieux reconnaître les Juifs, les autorités allemandes ont une idée redoutable. Imposer le port d'une étoile jaune. Les policiers français veillent à ce que cette nouvelle ordonnance du 29 mai 1942 soit appliquée en zone occupée pour les Juifs français et étrangers, dès l'âge de 6 ans. Mon papa dit à maman, il n'est pas question qu'on aille chercher ça, on part en zone libre. Et maman, qui était très légaliste, a dit, ah, le gouvernement a dit, je vais la chercher. Joseph est juif polonais. Il se souvient de la première fois où il doit sortir dans la rue avec ce nouvel insigne. Bien entendu, la première chose que j'ai fait, c'est de cacher mon étoile.
Et je me sentais, je ne peux pas vous dire, moins que rien. C'est ce que d'ailleurs on voulait nous convaincre, et on nous a convaincus que nous étions des sous-hommes, des êtres inférieurs. Cette étoile très stigmatisante entraîne contre toute attente un courant de sympathie. En geste de solidarité, certains porteront même des étoiles fantaisistes, avec des inscriptions comme catholique, auvergnat ou encore breton. On se rend compte que le juif, cette figure démoniaque, selon la propagande nazie ou française, c'est pas forcément un être éthéré, c'est le brave voisin du 3e, c'est les gamins qui vont à l'école avec vos gamins, c'est le mutilé de 14-18 que vous croisez dans la rue. L'étoile jaune n'est pas imposée en zone libre. Vichy ne veut pas rendre le juif sympathique. Les autorités ont alors recours à une méthode beaucoup plus sournoise. Un tampon avec écrit juif en majuscule et à l'encre rouge est apposé sur les papiers d'identité. Mais les mesures ne s'arrêtent pas là. En juillet 1942, les Juifs ont l'interdiction de fréquenter de nombreux lieux publics. L'objectif, c'est vraiment de pousser peu à peu hors de la société la population juive, avec des mesures allemandes qui sont encore plus drastiques, plus draconiennes que celles mises en œuvre par Vichy. L'antisémitisme devient rapidement une norme pour l'ensemble des administrations françaises qui participent, avec plus ou moins de zèle, à sa mise en œuvre. Été 1942, Hitler fait face à une guerre totale. Alors qu'une partie de ses troupes vient d'entrer à Tobrouk, en Libye, les autres s'engagent dans la bataille de Stalingrad, en Russie. Le dictateur a besoin de main-d'œuvre. Avant d'exterminer les Juifs, il les utilisera pour assurer l'effort de guerre. Les exigences à l'égard de la France augmentent. Et soudainement, Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, et son chef de la police, René Bousquet, on leur explique qu'on veut tout de suite 40 000 Juifs. Donc là, c'est vraiment une pression qui est faite sur Vichy, qui est très forte. Le général Auberg dit à Pierre Laval, les trains, ils sont prêts, ils partiront. Juillet 1942, les réunions s'enchaînent pour organiser la mise en pratique de la solution finale en France. Ce n'est pas simplement prendre la décision de déporter des Juifs, c'est aussi décider comment ça va se passer. Vous devez savoir si le matériel ferroviaire est disponible pour réaliser ces déportations. La SNCF devra mettre à disposition ce matériel et inclure des trains de déportés dans son plan de circulation déjà bien chargé. Dès mi-juillet, il est prévu que 3 convois de déportés partiront chaque semaine pendant 3 mois. En fin de compte, la SNCF était un rouage de la solution finale. Ce qui est important de comprendre, c'est que les jours de départ des trains de déportation ne sont pas décidés par les chemins de fer français. Ils sont décidés lors de réunions ministérielles, par Berlin, par Vichy. Pour que ce programme de 40 000 Juifs soit respecté, la cible des raflés évolue constamment. Dans l'esprit de Théodore Dannecker, lui, il a fait ses comptes, bon. Et ce sont des Juifs en âge de travailler, des étrangers et des Français. L'âge varie très rapidement. On parle de 18 à 45 ans, ensuite 55 ans, parce qu'on veut arrêter le nombre de Juifs voulus, et pour ça, on étend la limite d'âge vers le haut et vers le bas également. Nouveau tournant dans l'horreur. Le 6 juillet 1942, Théodore Dannecker, le chef du service des affaires juives de la Gestapo, envoie un télégramme à Berlin. Il rapporte la cruelle suggestion de Vichy. Le président Laval a proposé, lors de la déportation des familles juives de zones non occupées, de prendre également les enfants de moins de 16 ans. La question des enfants juifs restant en zone occupée ne le concerne pas. Le chef du gouvernement veut envoyer les enfants dans les camps, alors que les Allemands ne les réclament pas encore. Si on ne prend pas les enfants, ça veut dire séparation des enfants, des parents, et ça va paraître inhumain à la population française non juive. Et il y aura des protestations. Et il le sait. Laval avait peur d'avoir tous ces orphelins sur les bras. Les Français auraient dû les nourrir, donc il a voulu qu'ils partent avec leurs parents.
Autre enjeu majeur concernant les critères de déportation, la nationalité des raflés. Les arrestations de juifs français sont au cœur des négociations. C'est René Bousquet, le secrétaire général de la police, qui se charge des tractations. Donc on va vous donner vos 40 000 juifs, mais ce sera que des apatrides. Et ce sera la police française qui agira de manière autonome. Donc voilà le deal monstrueux qui est imaginé par Bousquet et qui est validé par le maréchal Pétain. En livrant uniquement des juifs étrangers et avec ses policiers, la France pense conserver sa souveraineté. Les critères de déportation sont fixés et ils seront appliqués très rapidement, dès le 16 juillet 1942, à Paris, lors de la plus grande rafle de juifs jamais organisée, la rafle du Veldiv. Entre le 7 et le 10 juillet, la Gestapo met au point toute la logistique de ce gigantesque coup de filet. Elle convoque dans ses bureaux toutes les directions des services de police. On prépare 25 000 fiches pour l'opération et les Allemands, comme les Français, escomptent 20 à 22 000 arrestations. Tous les commissariats reçoivent les consignes pour effectuer la rafle. Une liste dénuée de toute humanité. Les opérations doivent être effectuées sans aucun commentaire. Ils n'ont pas non plus à discuter sur l'état de santé. Les enfants seront emmenés. Ils ne doivent pas être confiés aux voisins. Et les animaux seront confiés aux concierges. Quant au lieu de rassemblement, ce sera au Vélodrome d'Hiver, situé à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Il fallait trouver un endroit pour enfermer 12 à 15 000 juifs. Ils ont choisi un stade, un vélodrome, qu'on a appelé le Veldiv. Les juifs adultes et sans enfants seront quant à eux envoyés directement au camp de Drancy, à quelques kilomètres de Paris. En ce 15 juillet 1942, l'ambiance générale est aussi pesante que la météo caniculaire qui s'abat sur la capitale. Dans les familles juives, la rumeur enfle. Les informations, elles commencent à circuler avant le début de l'opération pour une raison très simple. Elle implique des milliers de policiers de la préfecture de police. La veille de la rafle, il y a un inspecteur qui était ami à papa. Il est venu dire à maman que donc le 16 juillet, il y allait avoir une immense rafle. Mais nous, on n'a pas bougé puisque papa n'était pas là. Beaucoup pensaient que les hommes étaient les seuls visés. Tant qu'il était encore temps, certains se sont enfuis en zone libre. C'était le cas du père de Jeannette. Le 16 juillet 1942, à 3 h du matin, l'opération est déclenchée. Toutes les forces de police et les renforts convoqués constituent des équipes. Ça va être à chaque fois des binômes pour qu'ils ne s'entendent pas, pour ne pas arrêter les juifs. Quand vous marchez avec un deuxième policier que vous ne connaissez pas, vous vous méfiez. Donc vous voyez, tout est fait pour que l'opération soit efficace. Munis de leur liste, les équipes se rendent dans des milliers de foyers, encore endormis. À l'aube, des coups violents à la porte de chez mes grands-parents. 2 policiers français nous disent « Dépêchez-vous, vous avez 5 minutes pour faire votre valise parce qu'on a encore beaucoup de gens à prendre sur notre liste. » Sur un ton pas très sympa. Rue Saint-Martin, les agents de police frappent à la porte de chez Jeannette. Et maman arrive avec mon petit frère. Et elle leur dit, mon mari n'est pas là. L'un des deux dit, on va emmener la femme et les mioches. Le second lui dit, on va pas s'embêter avec une femme et 2 enfants. Et ils sont partis. C'est le miracle. Ils sont partis. Rachel et sa sœur ont eu moins de chance. Retrouvées cachées au domicile de leurs grands-parents, elles sont envoyées avec leur mère dans le 20e arrondissement, au centre de tri de la Bellevilloise. Il est plein à craquer de familles, avec leurs enfants, pour les plus jeunes, âgés de 2 ans. Ma mère n'a qu'une idée en tête, nous faire fuir. Elle allait d'une connaissance à l'autre en disant « Non,
On ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On nous raconte des bobards. On ne peut pas travailler avec des tout-petits dans les bras. Et les autres mamans étaient en colère après la mienne, parce qu'elles ne voulaient surtout pas entendre cela. Puis la mère de Rachel apprend que la fille d'une voisine a réussi à s'échapper par l'issue de secours. Elle veut que Rachel et Louise s'enfuient de la même manière. Je n'ai pas voulu lâcher ma mère, j'ai hurlé. Je ne veux pas te quitter, j'ai hurlé très fort. Alors ma mère m'a giflé, la seule gifle de ma vie. Et nous sommes partis vers l'issue de secours. Et là, les policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Cette gifle lui sauve la vie, tout comme le comportement des policiers en faction devant la porte. Les deux jeunes filles repartent en courant chez leurs grands-parents. Ils n'ont pas été pris lors de la rafle. La mère de Rachel, alors considérée comme célibataire, sera envoyée à Drancy. Les familles, elles, sont amenées au vélodrome d'hiver, rue Nélaton. Le président de l'association Les Fils et Filles de déportés juifs de France, Serge Klarsfeld, a tenu à nous montrer l'antre de l'horreur pour les raflés de ce jeudi noir. Ici, c'est l'emplacement même de l'entrée du vélodrome d'hiver. Le 16 juillet 1942, une grande rafle est décidée où l'on arrête pour la première fois en France les familles juives, des hommes, des femmes, des enfants. Joseph, arrêté plus tardivement, arrive en début d'après-midi dans cet énorme complexe grouillant de monde. Des milliers de personnes sont déjà parquées ici. On rentre là-dedans avec mes parents et mes deux sœurs. Il fait une chaleur à crever, ça pue. Il y a un bruit épouvantable, il y a une lumière très violente. Il y a beaucoup de désordre, beaucoup de pagaille. J'ai vu une femme se jeter des gradins de tout en haut qui s'est écrasée dans une mare de sang. Cette image me rappelle encore glacée. C'est l'enfant de 11 ans qui vous parle là. Des centaines de Juifs continuent d'affluer dans le Veldiv jusqu'au lendemain. La rafle, elle s'arrête le 17 juillet à 13h, et là, c'est 12 884 Juifs qui sont arrêtés à ce moment-là. Ces hommes, ces femmes et ces enfants resteront cloîtrés jusqu'à 6 jours, sans manger ni boire, dans cet endroit surchauffé. Les foules qui se trouvaient au Veldiv le 16 et le 17 juillet 1942 et jusqu'au 22 juillet, c'était des foules qui ne restaient pas pour quelques heures, c'était 6 jours affreux, et surtout qu'ils ne connaissaient pas leur destin. Alors que Berlin n'a toujours pas décidé du sort des enfants, il apparaît impossible de les laisser dans le chaos du Veldiv, en plein cœur de Paris. Une solution provisoire est trouvée. Ils seront envoyés avec leurs parents dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Et ici, vous avez le mur qui porte les noms des 4000 enfants qui ont été déportés à la suite de leur arrestation le 16 et 17 juillet, qui se trouvaient ici dans le Veldiv. Joseph Weissmann ne fait pas partie de cette liste mortuaire. Il est pourtant bien parti de la gare de Sterlitz, vers les camps du Loiret. Nous voyons ces immenses trains à perte de vue, des wagons à bestiaux, de trains de marchandises, sur lesquels sont inscrits chevaux en long 8, hommes 40, et on va nous faire monter à plus de 200 par wagon. La barbarie n'a pas de limite. Le transport des Juifs dans des wagons à bestiaux a une utilité très précise. C'est beaucoup plus facile d'y garder des gens à l'intérieur et d'empêcher ainsi les évasions. Alors que dans un train avec des compartiments passagers, vous avez besoin de 5 fois plus de personnel pour surveiller les déportés. Avec les wagons à bestiaux, vous les fermez et vous avez besoin de beaucoup moins de surveillance.
Après un transfert dans des conditions épouvantables, le petit garçon débarque au camp de Beaune-la-Rolande. Il y reste 2 semaines, avec ses sœurs et ses parents, jusqu'au jour de la déportation et l'atroce séparation des familles. Certains enfants, comme Joseph, ne font pas partie du convoi. C'était la pire horreur qu'on puisse imaginer. Des chagrins des enfants et du chagrin des parents. Et je pense que c'est à la suite de cette scène que j'ai dû sentir la mort. C'était inhumain. Donc, fallait foutre le camp. Après plusieurs tentatives, le petit Joseph et son copain Joe s'échappent au moment du repas quand tous les internés sont à l'intérieur des baraques. Une cavale épique pendant 6 heures à travers d'épais barbelés. Et je me rappelle qu'on était à peu près au milieu. On a dit on a fait une connerie, on peut plus continuer, on était crevé, on n'a plus de force. Et après s'être reposé un petit peu, heureusement, on s'est dit, faire demi-tour ou continuer, ça va être aussi dur. Alors on continue. Le courage des petits garçons leur a sauvé la vie. Pour les autres, leur destin est entre les mains de Berlin. Le 13 août, la décision tombe. Les enfants seront déportés. Envoyés au camp de Drancy, puis à celui d'Auschwitz, ils sont immédiatement gazés. Les enfants ont été déportés aussi, et les enfants étaient de nationalité française. Donc les Français ont été quand même déportés. L'accord passé entre le chef de la police SS, Karl Berg, et le chef de la police française, René Bousquet, de ne pas rafler les Juifs français, n'a finalement pas été respecté. Si la rafle du Veldiv est la plus emblématique, ce n'est pas la seule. Des arrestations de masse sont opérées dans toute la France, en zone occupée comme en zone libre, dès le 15 juillet et tout au long de l'été 1942. Presque aucune région n'est épargnée. Partout où il y a des Juifs recensés, on raflera. Hitler veut éliminer tous les Juifs d'Europe. Aucune importance pour lui qu'ils soient en zone occupée ou non, ou dans d'autres pays occupés. Il les veut tous. À Nancy, en zone occupée, la rafle du 19 juillet 1942 est un fiasco. Il n'y a qu'une dizaine d'arrestations dans une ville où plusieurs centaines de Juifs devaient être arrêtés. C'est le seul échec. Cette arrestation a échoué grâce finalement à un homme qui est chef du service des étrangers de la police de Nancy, qui a quasiment ordonné à tous ces hommes d'aller prévenir toutes les personnes de la ville qu'une rafle aurait lieu le lendemain. Ces personnes sont parties ou se sont cachées. Le jour de la rafle, il n'y a pas assez d'interpellations. Les Allemands préfèrent renoncer à faire partir le convoi pour Auschwitz. En zone libre, René Bousquet va tenter de livrer 10 000 Juifs comme il l'avait proposé en mai. Le gouvernement français remet d'abord les Juifs internés dans les camps du sud de la France. Là, ce sont 3500 personnes environ, des adultes, hommes ou femmes. Ensuite viendront le tour des hommes qui sont incorporés dans les groupes de travailleurs étrangers et leurs femmes quelquefois, 1000 personnes. Ce n'est toujours pas assez pour arriver aux 10 000 Juifs promis par Bousquet. Le chef de la police décide alors, en zone libre, d'organiser une opération d'arrestation de grande envergure. La rafle du 26 août 1942, politiquement, elle est importante puisqu'on a affaire à une opération qui est organisée à la demande des Allemands, mais par Vichy sur un territoire où les Allemands sont totalement absents et qui signe la collaboration pleine et entière de l'État français en matière de mise en œuvre de la solution finale. C'est l'ensemble des services de police, des gardes mobiles de réserve, les gendarmes, l'armée, qui sont mobilisés pour balayer la quarantaine de départements de la zone libre. Au soir du 28 août 1942, chaque préfecture de région transmet le nombre de raflés. Au total, près de 7000 Juifs, grâce à ce vaste coup de filet. Cette opération du 26 août 1942, elle est beaucoup plus importante que son bilan final laisse transparaître, puisque pour réunir les 7000 Juifs qui ont été livrés aux Allemands, on a peut-être jusqu'à 20 000 arrestations.
Les raflés de la région de Marseille sont envoyés au camp d'Émile. Avant leur départ pour Auschwitz, toutes ces personnes sont triées par des commissions de criblage. 5 heures du matin, c'était l'appel dans la cour. Tout le monde devait descendre avec quelques affaires, un minimum de bagages, et attendre la lecture des noms pour voir s'ils étaient sélectionnés pour partir dans le convoi. Les appelés sont escortés jusqu'au quai de déportation situé à 300 mètres seulement de la Tuilerie. Cette proximité immédiate rend ce moment encore plus angoissant pour ceux qui restent. Depuis les fenêtres, les internés voient et entendent les cris des malheureux candidats au départ. Ça va donner lieu à beaucoup de souffrances et un certain nombre de suicides, notamment le suicide d'une mère de famille avec 2 bébés dans les bras, qui va décider de se défenestrer avec ses deux enfants, tout simplement parce que son mari part avec l'aîné de leurs enfants dans le convoi. Avant de partir, le train peut rester 48 heures à quai. Car tous ne répondent pas présents à l'appel. Les policiers doivent rechercher les déserteurs cachés dans le camp d'internement. C'est un bâtiment qui est très grand, c'est une tuilerie qui n'était pas du tout faite pour interner des personnes. En défaisant des parties de toiture, certains internés vont réussir à aller se cacher dans des pièces aveugles. D'autres, surtout des adolescents, vont aller sur les toitures pour aller se cacher derrière des cheminées. Tous n'ont pas la chance d'échapper à la déportation. Cet été 1942, 2000 Juifs, hommes, femmes et enfants, partent du camp d'Émile pour Auschwitz. Pendant l'été, la chaleur est si intense qu'elle peut provoquer la suffocation, voire la mort, avant même l'arrivée au camp. Et c'est un très long trajet avec de très longues escales dans certaines gares. Tout cela rend le voyage encore plus angoissant pour ceux qui sont à l'intérieur des wagons. Le quota des 10 000 Juifs est atteint, mais les Allemands ne comptent pas en rester là. Ils veulent 25 000 arrestations de plus avant novembre et la suspension éventuelle des transports pendant l'hiver. Excédé par ces pressions constantes, le chef du gouvernement, Pierre Laval, refuse cette nouvelle demande. Ça suffit, après ce programme de 40 000 Juifs, vous n'en aurez pas plus. Donc il n'y a plus de commande finalement de rafle aux administrations locales par le gouvernement de Vichy, parce qu'il n'est plus question de livrer des Juifs à l'Allemagne à cette époque. Après avoir exercé une forte discrimination envers les Juifs en 1940-1942, Vichy a en effet tenté de ralentir les déportations des citoyens français. À partir d'octobre 1942, les Allemands ne pourront plus compter sur une collaboration française massive et systématique. L'exécution des rafles dépendra du zèle des préfets, comme à Marseille, quelques semaines plus tard. 8 novembre 1942, les troupes anglaises et américaines débarquent en Afrique du Nord. Là, ils sont aux portes des nazis. Et Hitler pense qu'ils vont probablement débarquer dans le sud de la France. Il envoie alors ses troupes dans la zone libre. Le 11 novembre, les envahisseurs allemands et italiens se répartissent la désormais nommée Zone Sud. L'armée de Mussolini occupe la plupart des départements du Sud-Est. La ville de Marseille, éventuel point d'entrée des Alliés, se retrouve entre les mains des nazis. Elle sera la cible d'une rafle de grande envergure. On a affaire à une opération très particulière, d'abord parce qu'elle est décidée à Berlin par Heinrich Himmler, qui lui est obsédé par le danger que constituerait Marseille dans les fantasmes nazis. C'est un lieu épidémique, évidemment, puisque c'est un port. C'est un lieu où régnerait plutôt la pègre. Du 22 au 27 juin 1943, les policiers français et allemands arrêtent tous les opposants du Reich, venus se réfugier dans la ville. La rafle de Marseille est une rafle exceptionnelle parce qu'elle n'est pas dirigée seulement contre les Juifs. Et on arrête ceux qui sont considérés comme voyous, asociaux, souteneurs et juifs également. Au total, 5 956 personnes sont raflées. Parmi elles, au moins 782 Juifs. Ils seront déportés vers le camp de Sobibor en Pologne. Aucun d'entre eux ne survivra. Sans la collaboration française, les rafles perdent en efficacité. Les déportations sont ralenties. À partir du printemps 43, on faisait un train quand il y avait assez de Juifs à déporter. Et pour ça, il fallait arrêter les Juifs.
Les Allemands prennent la main sur les rafles. Ils procèdent à des arrestations jusque dans les hôpitaux ou les orphelinats. En 1943, la petite Rachel se cache dans l'une de ces souricières de la capitale. Les Allemands envoyaient des convois de 1000 personnes vers Auschwitz. Et lorsqu'ils en avaient par exemple 900 et quelques, ils venaient dans les centres pour enfants compléter leur cargaison humaine. Après son évasion du camp de Beaune-la-Rolande, Joseph a réussi à prendre un autocar pour rejoindre la capitale. Seul rescapé de sa famille, il espère être en sécurité dans l'orphelinat de la rue Lamarck. En 1943, le directeur m'a dit « Tu sais, je ne peux plus te garder maintenant. Ça fait 2 ou 3 fois que tu es passé au millimètre quand les gendarmes sont arrivés. Alors tu vas quitter Paris et on va t'envoyer à la campagne. » Et il m'a envoyé dans la Sarthe, où j'ai été un enfant caché. Tous les Juifs tentent de fuir les contrôles et beaucoup se réfugient à Nice, en zone sud. Les Juifs, qui étaient terrifiés à l'idée d'être arrêtés et déportés, se sont précipités dans la zone italienne durant l'été 43. Nice a été la principale ville de la zone italienne et les Juifs y étaient nombreux. C'était pratiquement la seule partie de l'Europe entre les mains du Troisième Reich et de ses alliés où les Juifs étaient en sécurité. Et d'un coup, on est passé à la tragédie. Le débarquement des Alliés en Italie en juillet 1943 provoque l'effondrement du régime de Mussolini. Ces troupes se retirent de la zone d'occupation française qui est immédiatement envahie par les Allemands. Le 10 septembre 1943, Alois Brunner, un officier expert dans l'organisation des rafles, est dépêché à Nice. Il a été nommé depuis peu pour relancer les mauvais chiffres de la déportation. Il devra agir sans la collaboration de la police française. Vichy va se désengager de la collaboration directe. Autrement dit, on continue à mettre en œuvre la politique antisémite, mais si vous voulez arrêter les Juifs dans ce qui est devenu la zone sud, c'est à vous de les arrêter. Il est évident à ce moment-là que l'Allemagne va perdre la guerre, et donc Laval et Bousquet sont quand même un petit peu moins enthousiastes à l'idée de collaborer. Alois Brunner dispose d'un commando de SS d'une vingtaine d'hommes seulement. Ils ne connaissent ni la langue, ni le terrain. Alors pour les aider dans leur mission, des centaines d'ultra-collaborateurs locaux sont recrutés. Parmi eux, des membres de la milice et du Parti populaire français. Les Juifs sont arrêtés essentiellement par la Gestapo, assistée de complices français, c'est-à-dire des gens qui, soit par idéologie, soit parce qu'ils sont payés, procèdent à l'arrestation de Juifs. Ensemble, ils quadrillent toute la ville de Nice. Il faut traquer les Juifs dispersés et cachés sur tout le territoire. On est passé de la période des rafles à vraiment de la chasse, de la traque. Et donc on va viser tous les lieux qui sont des lieux d'hébergement. Les hôtels, les garnis, les pensions, des lieux de convivialité comme les bars ou les restaurants, parce que la plupart des Juifs n'ont plus de travail, donc ils se réunissent là où ils peuvent se réunir. Les rafles sont d'une rare violence. Les Allemands font subir des interrogatoires brutaux dans les chambres de l'hôtel Excelsior, le quartier général d'Alois Brunner. Les hommes du chef SS torturent les Juifs pour leur faire avouer leur identité ou les obliger à révéler les cachettes de leurs proches. Les rafles étaient extrêmement dures parce que les Allemands étaient fanatiques. Ils voyaient la défaite, et la défaite, pour un nazi fanatique, les Juifs en étaient responsables. Face au danger, les parents de Jeannette, réfugiée à Nice, décident de confier leurs enfants au réseau de sauvetage créé dans la région par le couple du docteur Odette Rosenstock et Moussa Abadi. Et un soir, maman et papa ont été nous conduire à cette fameuse adresse que le docteur Rosenstock avait donnée à maman. J'ai 13 ans et demi. Je suis tout à fait consciente que je vais rester là avec mon petit frère et que maman et papa vont partir. Mon petit frère, en revanche, il est jeune, il a 7 ans et demi, et lui a un sentiment d'abandon qu'il n'a pas quitté. Moussa Abadi les emmène dans un pensionnat catholique et falsifie immédiatement leur identité.
Moi, c'était facile, j'étais une grande. Il m'a dit, tu t'appelles Jeanne Moreau, tu es née à Marrakech. Très bien, monsieur, c'était acquis. Mais les petits, il fallait leur seriner. Au début, ils trouvaient ça amusant. Et alors, il leur disait, bon, lève-toi. Puis il l'appelait par son ancien nom. Il fallait pas qu'ils tournent la tête. La plupart du temps, ils répondaient à leur vrai nom. Au total, ce sont 527 enfants que Moussa et Odette ont cachés, protégés et sauvés. Grâce à ces actes de solidarité, beaucoup de Juifs dans la région ont pu échapper aux griffes de Brunner. Les résultats de ces rafles, finalement, il y avait 25 000 Juifs dans la Côte d'Azur. Il a arrêté 3 500 Juifs. La police française aurait arrêté en une nuit plus de Juifs qu'il n'en a arrêté en plusieurs mois. La fin de la guerre approche. Et jusqu'au bout, les nazis continuent d'arrêter les Juifs, désormais sans distinction de nationalité. Lorsque Bousquet est renvoyé, sur ordre des Allemands, en décembre 1943, là, il est remplacé par un milicien qui s'appelle Darnand, Joseph Darnand, et lui, il va accepter que la police française arrête des Juifs français. Les rafles de 1944 prennent de court les Juifs français en zone occupée. À Bordeaux, la plupart des Juifs qui se disaient jusqu'à présent, on n'était pas visés, ils sont arrêtés. Ce qui fait que la rafle de Bordeaux a une efficacité redoutable. Je crois que plus de la moitié des Juifs sont trouvés à leur domicile. Vous imaginez, en janvier 1944, c'est énorme. Et quand les préfectures ne veulent pas coopérer, les Allemands se chargent seuls des opérations comme à Nancy, en mars 1944, où tous les Juifs qui restaient dans la ville sont déportés. À Paris, la traque est de plus en plus difficile, mais la Gestapo peut compter sur les nombreuses lettres de dénonciation. Elles sont transmises aux brigades spéciales de la police française qui procèdent aux arrestations. Je vous dénonce la famille absolument juive au 46 rue Godefroy-Cavaignac, qui font du marché noir depuis fort longtemps. Ils occupent un logement au premier étage. Et sur les 15 000 Juifs qui ont été déportés en 1944, l'essentiel l'ont été sur la traque. J'estime qu'un tiers l'ont été à la suite de délations. Donc vous voyez, c'est énorme. La police exploite aussi le moindre écart au règlement. Le port de l'étoile jaune reste imparable pour arrêter et déporter des Juifs, français et étrangers. Il y avait à peu près un train par semaine jusqu'à la libération de Paris. L'expropriation des biens juifs a continué aussi jusqu'à la fin. La quasi-totalité du territoire français a été libérée et donc la solution finale est arrêtée, non pas parce que les Allemands n'ont pas pu la mettre en œuvre, mais parce que les Alliés ont libéré très rapidement le territoire français. Entre le 27 mars 1942 et le 17 août 1944, 79 convois quitteront le territoire, faisant près de 76 000 morts. Sans compter 3 000 Juifs qui sont morts dans les camps français du typhus, de malnutrition et de bien d'autres maladies. La France aurait-elle pu éviter de livrer ces Juifs? La réponse aujourd'hui ne fait plus l'ombre d'un doute. Sans Vichy, il n'y aurait pas eu de rafle organisée en France. Ce qu'on entend par rafle, c'est pas les opérations organisées par la police allemande en 43 ou en 44, c'est le Veldiv et ses 13 000 victimes, c'est la rafle de zone libre et c'est 7 000 personnes qui vont être arrêtées et livrées aux Allemands, c'est la rafle de Marseille, c'est la rafle de février 43, etc., etc. La responsabilité de Vichy est lourde, puisque Vichy a mis à disposition sa police, et malheureusement, sa police s'est montrée efficace. Il aura fallu attendre le 16 juillet 1995 et le discours du président de la République, Jacques Chirac, pour que la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs français soit enfin reconnue. Une reconnaissance tardive qui a laissé beaucoup d'acteurs de ce génocide impunis. Aloïs Brunner échappera aux poursuites judiciaires. René Bousquet, lui, ne purgera que 3 ans de prison. Quant au maréchal Pétain et à Carl Oberg, condamnés à mort, ils seront finalement graciés.